Bonjour et bienvenue sur le plateau de Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel parce qu'on y parlera de produits de bourse avec Léa Giséquel, vendeuse Société Générale sur les produits de bourse. Alors vous l'avez compris, parler trading avec des traders que je vais vous présenter maintenant, qui sont autour de la table. Marc Daguerre, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'analyse technique, des produits de bourse. Vous êtes responsable d'une newsletter qui s'appelle DT Expert. Merci d'être avec nous. Jean-Louis Cussac, on ne vous présente plus, 40 ans de métier. Vous êtes spécialiste de la bourse. Vous êtes responsable, fondateur et formateur au sein de Perceval Finance. Merci d'être avec nous. Merci. Bruno Kuss, vous êtes une plume et analyste depuis 25 ans dans beaucoup de magazines boursiers. Vous êtes aujourd'hui rédacteur en chef de La Lettre de la Bourse. Bonjour Bruno et merci d'être avec nous. Et Léa Giséquel, vendeuse Société Générale Produits de Bourse. Merci Léa d'être avec nous. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet, car nous parlerons cette semaine d'Alstom, du Brent, du CAC 40, de Rémy Cointreau, de Coca-Cola et de Vivendi. Alors on commence tout de suite avec la rubrique « On refait la semaine ». On refait la semaine avec, pour nous parler de Alstom, Bruno. Vous êtes intéressé à Alstom cette semaine. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur Alstom? Non, enfin, en fait, je m'y intéresse depuis plusieurs semaines. On a atteint fin septembre un plus bas à 16 €, qui était un plus bas depuis 10 ans. Et à ce niveau-là, on se posait des questions. On se disait soit il y a une information qu'on ne connaît pas, soit il y a vraiment quelque chose, une efficience dans le marché, parce que le groupe ne valait plus rien en fait. Ça valait, quand c'est tombé à 16 €, ça valait 6 milliards. C'est-à-dire que c'est une grosse décote de 30% sur les fonds propres. Enfin, on pensait que Alstom pouvait faire faillite, grosso modo. Oui, c'est impressionnant. Ce n'était pas du tout le cas, finalement, puisqu'on voit bien que Alstom continue d'engranger les contrats. On a un carnet de commandes énorme de 80 milliards d'euros qui représente plus de 50 chiffres d'affaires. Et donc, on a eu un gros rebond de 40% depuis ces plus bas. Graphique, là. Voilà, ouais. On a eu un gros rebond sur ce plancher. Et c'était difficile de trouver des repères techniques, d'ailleurs, parce que comme on n'a pas arrêté de baisser depuis on était sur un plus bas de 10 ans, c'était difficile de trouver des soutiens, mais à ce niveau-là, on se disait qu'il fallait... C'est intéressant, sur l'analyse technique, est-ce que quand les soutiens sont très éloignés, ils sont encore valables ou Justement, on a tendance à les remettre en cause? Nous, quand ça devient très éloigné, on ne s'y fie plus trop, en fait. On regarde plutôt l'analyse fondamentale, et c'est plutôt ça qui a déclenché, en fait, notre intérêt sur le titre depuis quelques semaines. Et on a vu ce rebond se prolonger la semaine dernière et celle de la précédente. Plutôt cette fois-ci pour des raisons fondamentales, je pense, parce que les craintes d'augmentation de capital devraient normalement se révéler infondées. On voit que l'intégration de Bombardier, c'est ça en fait qui pose problème chez Alstom. L'intégration de Bombardier va finalement se passer correctement. Il y a un moment difficile à passer pendant 2-3 ans. Les contrats étaient insuffisamment rentables. Et donc, quand ils vont arriver à leur terme, on n'aura plus que des contrats rentables au niveau d'Alstom. Et je pense que les synergies qu'on attend de Bombardier, 500 millions de synergies à l'horizon 2025, vont permettre à Alstom de doubler sa marge opérationnelle en l'espace de 4 ans. Donc on a un fort rebond normalement qui devrait se poursuivre. Alors c'est ça, ma question, c'est que là on est passé de grosso modo 16,50 à 22,50. Ça va continuer jusqu'où? Non, voilà, nous on se fixe un objectif à au moins à 30 €. Ah oui, 30 €. Ouais, à un horizon 18. Donc un plus 100%. Enfin, sur quel horizon, pardon? 18 mois. D'accord. Enfin, c'est un peu ce qu'on vise, nous, de notre côté. D'accord. Alstom, un avis? C'est la plus grosse position vendeuse de la place. En fait, sur le marché du prêt-emprunt, il y a vraiment beaucoup de volume à l'emprunt parce qu'il y a beaucoup de vendeurs à découvert. Alors, je n'ai pas regardé ces derniers temps, mais il y avait 17% du capital qui était shorté. C'est énorme. C'est toujours le cas? Est-ce qu'ils se sont peut-être rachetés là entre-temps? Non, je pense qu'elle doit être encore très importante. Mais c'est pour ça que dès que ça remonte, il y a peut-être aussi quand même des rachats à ce moment-là. Mais ça va très vite parce que je pense qu'il y en a qui courent un petit peu après le papier, c'est évident. Mais elle a quand même fait des écarts assez incroyables depuis un an. Il y a beaucoup de spéculation en effet, beaucoup qui pensent que ça va aller encore beaucoup plus bas, etc. Les avis sont divergents. Grosse volatilité sur Alstom en ce moment. Et puis grosse pression technique avec ces shorts. C'est les vendeurs à découvert, effectivement. Très intéressant. Marc, vous allez nous parler, vous, du Brent. Oui. Grosse actualité. Avant de parler du Brent, parce que oui, on a posé des questions en analyse technique, c'est ma spécialité. Et là, je voulais dire deux choses
assez intéressantes. On parle des supports qui viennent de loin Ouais. quand on est au plus bas. Bon, là, sur Alstom, il y avait quand même un point bas sur lequel le titre a rebondi. Pour moi, c'est jamais des hasards, en fait, ces choses-là. Parce que parfois, si on rebondit sur un point bas, ce qu'on appelle, nous, parfois des double bottom, on ne peut pas vraiment parler de hasard. L'exemple le plus marquant qu'on ait là récemment, c'était la paire GBP-USD, en fait, qui était avec tout ce qui se passait en Angleterre, la livre était en train de baisser complètement face au dollar. Et le rebond qui a eu lieu, de façon quand même très massive, a eu lieu sur le point bas historique de la paire, en fait. Et je ne peux pas penser que ce soit un hasard, malgré tout. Alors, c'est tout à fait possible que ce soit un reflet psychologique des intervenants, parce que c'est ça l'analyse technique. Des gens qui se disent, on arrive sur ce point bas-là, et tout le monde le sait, c'est ce qui s'est passé sur un nombre de double top qu'on a eu aussi sur certaines valeurs. C'est-à-dire quand on revient sur un prix que les gens ont en mémoire, même s'il est ancien, ça peut avoir un effet. Tous les opérateurs se disent, si on atteint ce point-là, il y a une probabilité non nulle que ça bouge. Que soit c'est le cas, soit ça rebondisse. Il y a un peu de ça, mais il y a aussi les intervenants, de toute façon, quand nous-mêmes, les journalistes, etc., on parle des plus bas historiques, etc. Donc quand tout le monde entend qu'on revient sur un plus bas historique, ça peut avoir cet effet un peu de se dire c'est peut-être là que les gens vont se mettre à racheter de manière. En fait, c'est le biais d'ancrage, si vous voulez. Tout à fait. Quand quelqu'un a mal acheté et qu'il revoit son prix, il va avoir tendance à se dire, bon, ben, j'ai échappé à la catastrophe, je vais vendre parce que je suis quitte, on va dire. Okay. Ça, c'est vraiment la conséquence d'un biais cognitif d'ancrage. Et c'est pour ça que, par exemple, quand la valeur remonte sur un niveau point haut qui avait été acheté par cette personne précédemment, il y a des chances que ça s'arrête parce qu'il y a des grandes chances que tout un tas d'individus se disent « je vais vendre parce que je retrouve mon prix oui. ». Voilà. Et après, il y a une redistribution des forces qui se crée. Et ensuite, soit ça remonte, parce que bon, il y a une vraie réalité qui fait que la valeur, elle a des perspectives intéressantes, ou elle revient en arrière. Et ça se vérifie par les volumes, non, généralement? Est-ce qu'on a des surprises de volume Oui, oui, mais on peut avoir en effet des retours de volume, etc. Tout à fait. On pourra en parler pendant des heures, mais oui, on a un agenda chargé. Donc là, Marc, je vous relance sur le Brent, parce que vous aviez une vue là-dessus. Bah oui, c'était une des choses qu'on a joué récemment avec pas mal de succès. Le Brent est dans un biais haussier assez vif depuis quelques années, et là, depuis mars dernier, il est rentré dans ce qu'on appelle une phase de consolidation. On cherchait un support intéressant pour intervenir à un moment éventuellement sur un mouvement haussier, et il a rebondi sur ce que nous on appelle un drapeau, le bas d'un drapeau. Donc un drapeau, c'est une phase de consolidation avec deux droites parallèles qui dessinent comme un drapeau en fait, à l'intérieur duquel les cours vont évoluer. Et en rebondissant sur le bas de ce drapeau, on s'était positionné à la hausse courant octobre, et voilà, ça s'est on voit sur le graphique le drapeau, donc c'est une tendance baissière. Oui, c'est ça. Et on a rebondi sur les 84 qui était finalement le bas. Alors le drapeau est une tendance baissière, mais c'est une correction en fait. C'est-à-dire que c'est une correction dans un mouvement haussier qui est censé être une figure de ce qu'on appelle nous de continuité. C'est-à-dire qu'en général, quand on rentre dans un drapeau à la hausse, on est censé en sortir à la hausse. Voilà. Donc on a allégé un peu parce qu'on s'est rapproché des fameux $100 qui parfois, là en tout cas sur le Brent, c'est une zone de résistance qui a... c'est le haut du drapeau maintenant. Non, le haut du drapeau est un peu plus haut parce que vous devez tracer une parallèle qui passe par les deux sommets. Donc on arriverait un peu plus haut. Oui, si on arriverait autour des 110. Mais pour l'instant, il y a eu une phase de prise de bénéfice autour des $100. Et nous, on était déjà sortis, puisque là, cette rubrique, on parle des choses qu'on a faites. Absolument. Et tout à l'heure, je vais parler des choses qu'on fera. Vous avez tout à fait raison. Vous êtes très discipliné, ça fait plaisir. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, juste une dernière chose, en jouant sur un turbo, par exemple, on ne joue pas en bourse, on ne joue pas en investissant sur un turbo ou en essayant de faire son investissement via un produit dérivé, on peut dynamiser sa performance. Voilà, c'est-à-dire que sur le Brent, nous, alors que le Brent a pris quelques pourcents, on prend plus de 60%. C'est intéressant, ça fait partie des avantages de ce produit. Il y a plus de risques, mais l'effet de levier vous permet de... Le levier joue aussi bien à la hausse qu'à la baisse, donc faites attention, n'allez pas sur ce genre de produit comme ça à la va-vite, mais quand on a un directionnel assez clair et qu'on veut essayer de dynamiser un peu sa performance, on peut jouer sur un effet de levier. Très intéressé, on peut investir avec un produit à effet de levier, on ne joue pas en bourse, voilà, effectivement. Jean-Louis, le CAC 40, votre spécialité? Oui, en fait, pour fixer un contexte, nous, on avait travaillé sur l'hypothèse que 6030-20 était un objectif de baisse et qui devait constituer un support. Là, ça a été une vraie réussite. Le marché a rebondi, au-delà d'ailleurs de ce qu'on pouvait imaginer. Mais on considérait que le risque était asymétrique. Pourquoi? Parce que les marchés étaient parfaitement conscients des risques, avaient parfaitement identifié tous les problèmes, étaient hyper méfiants et pas du tout complaisants.
Et donc, il a résisté dans cette dernière phase à toutes les pressions haussières sur les taux d'intérêt, à tout. Il a résisté à tout. Et il a accéléré sans rencontrer, c'est ça qui est très important, sans rencontrer de véritable contrepartie vendeuse, parce que le marché, même quand il était à 6000, 6100, il n'était pas potentiellement vendeur sur rebond, parce que hyper protégé. Et ça, on peut le lire, si vous voulez, à travers la volatilité. Alors, hyper protégé, expliquez-nous un peu. Hyper protégé, on le lit par rapport à la volatilité implicite. C'est-à-dire qu'ils achètent des puts, par exemple. Il y a une demande sur les options, et cette demande crée une augmentation du prix de l'option via la volatilité implicite. C'est-à-dire qu'on anticipe, si vous voulez, on anticipe pour la suite un marché peut-être chaotique. En tout cas, on se prémunit du fait qu'il peut baisser à cause, par exemple, de la guerre en Ukraine, à cause de... Donc il y a une double position, une position acheteur d'un côté et une protection pour partie. Et une fois qu'on a un portefeuille protégé, ben on est serein, on n'est plus vendeur potentiel. Voilà. Et donc, il faut bien comprendre que ce mouvement, qui est une anticipation très optimiste de la suite des événements, s'est fait d'une manière très algorithmique, avec beaucoup d'arbitrage, beaucoup d'algo derrière à la manœuvre, sur des contre-pieds parfois. Le marché partait à la baisse, 2 heures plus tard, il avait pris 2%, c'était assez incroyable. Et là, il tient, malgré les mêmes menaces, le fait que la Banque centrale européenne a bien dit qu'ils allaient avoir une politique très restrictive sur les taux, qu'ils allaient être partout d'ailleurs, hein, et les marchés ils tiennent très bien. Voilà. Parce qu'ils continuent d'être hyper protégés. Le marché a pris 400 points, partant du point bas beaucoup plus, mais la volatilité implicite, aujourd'hui, est à 19. Alors, elle a bien baissé, elle était à 25, mais à 19, c'est, si vous voulez, important par rapport à l'historique. La moyenne, c'est plutôt 14, par exemple. 15, ouais. Mais dans la moyenne, parfois, il n'y a personne. Hein. Mais comme les marchés sont de façon construits et d'une manière qui provoque des excès à cause des contraintes d'arbitrage diverses et variées, là, on a un excès de hausse, mais qui va peut-être déboucher sur de bonnes nouvelles, on ne sait jamais. Peut-être que ce qui est anticipé, c'était quoi? C'était le fait que la Chine abandonne la politique zéro Covid. Ils ont démenti. Mais le marché... Il n'a pas bougé. Non, parce qu'ils pensent toujours que ils vont être contraints de le faire à terme. Si vous voulez. Donc, ils se disent, on y arrivera. C'est sûr qu'à un moment donné, on arrêtera cette politique zéro Covid. Ils vont arrêter, mais quand, on ne sait pas. Et puis, il y a toujours aussi l'idée qu'il y a eu des discussions entre les États-Unis et la Russie pour amener l'Ukraine et la Russie à négocier. Donc, voilà, le risque est asymétrique parce qu'on a tout un tas de bonnes nouvelles potentielles. À côté de ça... Ça paraît fragile quand même. Oui, mais à côté de ça, vous avez en effet des sociétés qui sont très méfiantes de leur guidance 2023. Ils mettent en avant la hausse du coût de l'énergie, la hausse du coût des salaires. Et il y a beaucoup de problèmes. En effet, attention, hein, au niveau des sociétés, c'est beaucoup plus complexe. Et surtout, on a des situations qui sont très différentes entre les sociétés. Donc on y reviendra, bien sûr, dans les propositions. Mais là, il faut être hyper sélectif, faire très, très attention et bien regarder... parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces, que sur 2023, ils restent quand même extrêmement méfiants. On ne va pas dire flou, mais en tout cas, ils ne s'avancent pas trop sur leurs perspectives à venir. Très bien, merci, très intéressant. Et maintenant, on va passer à la rubrique Le Zoom sur les turbos illimités. Le Zoom sur les turbos illimités. Léa, je vous en prie. Merci Thibaut. Oui, alors effectivement, on va continuer cette série pédagogique sur les turbos. Il y a 2 semaines, on avait parlé des turbos à maturité. Et cette semaine, on va s'intéresser aux turbos illimités. Alors, un bref rappel pour ceux qui ne nous ont pas suivis lors de la première émission. Les turbos, ce sont des produits à effet de levier, c'est-à-dire que leur objectif est d'amplifier les variations de leur sous-jacent. Attention, cet effet de levier, bien sûr, peut être favorable, mais aussi défavorable à l'investisseur si jamais il n'est pas positionné dans le sens anticipé. Si on se trompe, voilà, on en subit les conséquences. Malheureusement. Un autre intérêt des turbos, c'est qu'ils permettent aux investisseurs particuliers avertis qui possèdent un compte titre de pouvoir investir à la hausse du sous-jacent, mais aussi à la baisse, puisque les calls permettent de profiter de scénarios d'investissement haussiers, tandis que les puts permettent de se positionner sur des scénarios d'investissement baissiers. Donc vous n'avez pas à attendre que le marché soit haussier pour pouvoir vous positionner. La valeur du put augmente lorsque le marché baisse. Tout à fait.
Donc les sous-jacents des turbos sont divers et variés. Chez Société Générale, on en propose plus de 800 et ils sont répartis autour des actions, des indices, des devises, mais aussi des matières premières ou des taux qui sont des sous-jacents moins facilement accessibles en direct par les particuliers. Donc non seulement ce sont des produits qui vous permettent d'être diversifiés en termes de direction, mais aussi diversifiés en termes d'exposition à des sous-jacents. Accessible en euros. Voilà, tout à fait. Donc, à la différence des turbos à maturité, les turbos illimités ont un prix d'exercice et une barrière désactivante de niveau différents. Pour rappel, le prix d'exercice, c'est le niveau de financement du produit. Donc, c'est toute la partie de zéro à ce niveau de financement que la banque finance pour vous et qui permet de créer de l'effet de levier. Finalement, un petit peu comme quand on achète sa résidence principale et que la banque vous prête une partie, ça crée un levier de la dette. Ici, ça fonctionne pareil sur l'achat finalement du sous-jacent. Et la barrière désactivante, c'est le niveau que vous ne devez pas toucher pour que votre produit n'arrive pas en fin de vie prématurée. Donc ces deux niveaux, ils varient dans le temps, ils sont différents et ils varient dans le temps. Le prix d'exercice est ajusté chaque jour ouvré en bourse et la barrière désactivante, elle est ajustée une fois par mois. Hors bien sûr détachement de dividendes ou phénomène de roulement de futur. Alors pourquoi il y a un niveau qui bouge dans le temps? C'est parce qu'en fait, je vous le disais, le niveau de financement, c'est comme si la banque vous faisait un prêt sur l'investissement sur le sous-jacent. Et comme sur les turbos illimités, on va le voir, il n'y a pas de maturité prédéfinie, on ne sait pas combien de temps potentiellement on peut rester dans le produit. Donc il y a un effet des taux qui s'applique au fur et à mesure que vous bénéficiez de ce seuil de financement. Donc hors KO, c'est-à-dire événement de désactivation, le produit n'ayant pas de maturité, il peut potentiellement exister pendant de nombreuses années. Et c'est aussi l'un des intérêts des turbos illimités, c'est que finalement, si vous avez un scénario directionnel, mais où vous n'avez pas forcément un horizon de temps vraiment défini, avoir une maturité illimitée vous permet d'être beaucoup plus souple dans votre money management sur cette position. Tout en ayant conscience de l'impact des taux, évidemment, Exactement. qui va dégréver la valeur du produit. Marc, vous vouliez rajouter quelque chose face à un spécialiste des produits de bourse? Oui, justement. Mais non, parce que c'est mais aussi non, mais c'est bien, c'est un utilisateur. Bien sûr, je vous en Étant un prie. grand utilisateur, je voulais rajouter une petite chose que vous avez parlé il y a 2 semaines des turbos à maturité. Certaines personnes, parce que j'en ai, moi, beaucoup de clients turbo, ont un peu peur de cette barrière qui évolue, parce que déjà, pour eux, la barrière, c'est le risque maximum. Maintenant, il faut savoir que sur un turbo illimité, si vous êtes dans le bon directionnel, l'évolution de cette barrière, même si elle est infinitésimale, elle joue un petit peu en votre faveur. Puisque plus on s'éloigne de la barrière, plus le levier diminue. Si la barrière suit un petit peu votre mouvement, quelque part, vous récupérez un tout petit peu un effet de levier. Donc il ne faut pas penser que ce soit forcément un mauvais choix en fonction de... Voilà. L'intérêt, bien sûr, aussi de ces produits, c'est que comme la barrière n'est pas au même niveau que le prix d'exercice, en cas de désactivation, il y a une valeur de remboursement potentielle qui peut aussi permettre d'alléger le côté désactivation sans aucun remboursement. Puisque ces produits ont bien sûr un risque de perte du capital, que ce soit en cours de vie ou à l'échéance. Parfait, très clair. Merci beaucoup Léa. Merci. Maintenant, on va passer à la rubrique le coup de cœur des traders. Le coup de cœur des traders avec, pour commencer, Bruno Cus. Vous allez commencer avec Rémi Cointreau, un classique de la cote. Ouais, j'ai choisi. Attends. Vous avez 60 secondes, donc il faut attendre que le chronomètre soit mis en place. On va y aller, c'est parti. Rémi Cointreau, parce qu'on a atteint un support qui avait été atteint en juin dernier à 155 € et on a rebondi dessus. Il y a eu un reflux du titre suite à la dernière publication semestrielle. Le chiffre semestriel était excellent, croissance de 34%. La direction a simplement dit on va avoir une normalisation de la consommation après 2 ans de fort rattrapage. Ça a inquiété un petit peu les investisseurs, mais les fondamentaux restent vraiment excellents. On a une société qui a un fort pricing power et aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment l'essentiel pour une entreprise de pouvoir défendre ses marges. Et c'est le cas de Rémi Cointreau, une forte présence sur le cognac et donc des marchés américains et chinois qui sont très demandeurs de ces produits-là. Et cette capacité à augmenter les prix va continuer. La société s'est fixé un objectif de marge opérationnelle à 33%. 5 secondes. À l'horizon 2030, contre 25% aujourd'hui. Donc on est cher, mais c'est une belle valeur. C'est fini. Je suis désolé. Vous n'avez pas eu l'occasion d'expliquer ce que c'était que Pricing Power, mais on va peut-être y revenir. Messieurs, trade ou pas trade? Go ou stop? Non, Alors, nous avons un go ici et nous avons un stop.
Ah bah oui, mais là, il n'y a plus de Non, débat. non, c'est vrai que... Alors, vas-y, Marc. Vas-y. Alors moi, ma spécialité, c'est le technique, donc je regardais le graphique. J'étais un petit peu mitigé comme Jean-Louis pour d'autres raisons, mais le discours fondamental, Bruno, je le connais très bien. Mais techniquement, il y a une possibilité effectivement de rebond qui n'est pas complètement incompatible avec justement ce qu'on disait tout à l'heure. On est revenu sur un point bas autour des 152-70 avant de rebondir. Et ça peut donner une configuration de rebond, en tout cas à moyen terme, qui pourrait être intéressant. Très bien. Jean-Louis. Oui, non, mais c'est vrai que la situation est bonne sur le plan technique. Le fait est que quand les sociétés comme ça accumulent du retard, c'est pas sans raison non plus. Donc c'est un peu le but aussi de notre rôle aujourd'hui, c'est de trouver des valeurs qui ont peut-être du potentiel par rapport à l'indice. Mais si elles ont du potentiel, ça veut dire du retard, c'est qu'il y a aussi des problèmes en contrepartie. Donc voilà, il faut aborder... Il faut peut-être attendre un petit signal d'impulsion, une augmentation des volumes, des choses comme ça. Mais sinon, sur le plan d'un support, d'un niveau support d'intervention, si on y croit, on peut y aller. Alors moi, je voulais que vous expliquiez un peu pricing power, parce que nos auditeurs ne sont pas forcément... Oui, alors le pricing power, c'est la capacité des entreprises à défendre leurs marges, à augmenter leurs prix pour compenser l'effet inflationniste, en fait, sur les coûts, en fait, donc pouvoir les répercuter au client final. Alors, vous considérez donc que les produits de Rémy Cointreau peuvent supporter une hausse des prix sans une baisse de la vente? Oui, parce qu'on est sur le segment du luxe. Rémy Cointreau, ils vendent vraiment... Enfin, le principal produit de Rémy Cointreau, c'est le cognac. C'est à peu près 2/3 du résultat opérationnel. Et c'est un produit haut de gamme. Et en plus, ils sont sur le cognac qui est déjà haut de gamme à la base, mais en plus, vraiment sur du très haut de gamme. Du très haut de gamme. Donc, les hausses de prix passent assez facilement auprès de la clientèle qui est assez aisée, quoi. Très intéressant. C'était donc Rémy Cointreau. Merci Bruno Kuss. On va passer maintenant... on reste dans les boissons, mais plus mainstream, là, on va dire Coca-Cola, avec Marc. On remet le chronomètre. 3, 2, 1, c'est parti Marc. Alors Coca-Cola, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi c'est techniquement, mais quand même c'est une valeur que tout le monde connaît, qui est quand même relativement défensive, solide. On le voit, c'est une valeur qui est inscrite dans une tendance haussière de fond permanente. La dernière forte baisse ayant eu lieu lors du fameux Covid pendant un mois. Alors justement, techniquement, on a plusieurs choses intéressantes. On a le rebond sur les 55 $ qui était justement le point haut d'avant Covid. C'est ce que nous on appelle un overlap, c'est-à-dire qu'on voit que c'est une zone de résistance forte qui a arrêté le marché à plusieurs reprises. Et une fois que le marché réussit à dépasser ce niveau, comme le disait Jean-Louis Truer, le biais d'ancrage, les gens, quand on revient sur ce niveau, ils se mettent à racheter et le titre remonte. D'un autre côté, on a fait ce qu'on appelle, nous, et je l'ai mis sur le graphique, une ABC de correction. Donc, dans notre jargon héliotiste, que je ne peux pas expliquer en 60 secondes, ça signifie normalement la fin d'une correction. Et nous, on va jouer ce potentiel de hausse à court moyen terme avec des objectifs autour de 65 $ dans un premier temps. Parfait. Bruno, Jean-Louis, qu'est-ce que vous en pensez? Vos petites... C'est un oui. Mais il n'y a que des oui aujourd'hui, c'est incroyable. Bruno, je vous donne la parole. Oui, j'avais une petite réserve uniquement par rapport à l'endettement. Je trouve que l'endettement est un peu élevé. Alors, dans un contexte de hausse des taux. Dans un contexte de hausse des taux, voilà. Mais bon, voilà, la société, elle distribue pas mal de dividendes. Elle a encore augmenté son dividende de 14%. Et c'est peut-être pour ça aussi. Donc ça pèse un petit peu sur le bilan, mais elle a largement les moyens de faire face à ses remboursements. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, on a une dette qui dépasse les fonds propres. D'accord. C'est pas anodin quand même. Moi, voilà, c'est un peu mais sinon, sur le reste, voilà, on est sur un segment défensif, une société qui arrive à augmenter ses prix aussi. On a vu sur les derniers résultats et qui fonctionne très bien. Donc, c'est pas que des boissons d'ailleurs, Coca-Cola. C'est toute la. Ah oui, il y a énormément de marques à l'intérieur. Oui. Très bien, Jean-Louis, vous étiez aussi plutôt favorable à ce scénario? Oui, écoutez, de toute façon, si on veut continuer de jouer les marchés américains... Investir Non, mais oui, d'investir, mais de jouer la hausse, quoi. D'investir à la hausse, oui. L'idée d'acheter du coca, alors peut-être sur des petits replis, des choses comme ça. Mais Coca-Cola, il y a un côté symbolique. C'est la valeur de grande consommation c'est pas une par cyclique, excellence. Voilà, tout le monde connaît Coca-Cola, tout le monde... c'est une marque qui est connue dans le monde entier, dans des endroits perdus. On peut considérer quand même qu'il y a une forte résilience. Donc c'est des valeurs à acheter sur des replis systématiquement. Là, on est sur un consensus. C'est pas si souvent. Merci beaucoup Marc. Et pour terminer, Jean-Louis, vous allez nous parler de Vivendi. Vivendi, on regarde le chronomètre. Eh bien c'est parti Jean-Louis, c'est à vous. Donc voilà, un petit peu comme sur Rémy Cointreau, moi j'ai essayé de trouver une valeur qui offre d'abord du rendement,
Un côté spéculatif avec Bolloré, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Là, ils ont racheté par exemple leur propre titre, ils ont arrêté, mais elle a commencé à progresser. Elle est très en retard par rapport à l'indice CAC 40. Alors, très en retard, pourquoi, etc. C'est toujours la même chose. Il y a certainement des raisons, il y en a, on peut pas rentrer dans le détail, mais et elle est dans une situation, si vous voulez, d'aller chercher une zone peut-être autour de 10 €, pourquoi pas. Et donc, le risque me paraît faible. Il y a des mouvements sur le capital qui vont se mettre en place. Editis a peut-être vendu, etc. Splitté. Voilà. C'est un dossier qui me paraît intéressant, représentant un risque modéré dans une perspective long terme, quoi qu'il se passe sur le marché, parce qu'elle ne pèse pas trop lourd dans le CAC, donc elle ne sera pas non plus massacrée. C'est fini, 60 secondes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Bruno, Marc? C'est pas possible. 3 valeurs, 3 go, tout est vert. Attention quand même. Hein. Alors, Bruno? Non, je suis d'accord. On voit qu'il y a effectivement un support intéressant, mais sur le plan fondamental aussi, il y a une forte décote sur l'actif net réévalué, hein, parce que si on vendait Vivendi tous les actifs à la découpe, on a une décote de 50% sur l'actif net réévalué. Donc c'est très important, d'autant qu'il y a cet aspect spéculatif qui peut intervenir assez rapidement, puisque la société Vivendi va annuler ses titres. Elle a dit qu'elle annulerait ses titres autodétenus, ce qui fera mécaniquement passer Bolloré au-dessus de 30% du capital avant un an. Et donc Bolloré sera... Et augmentera le bénéfice net par action. Non, mais c'est surtout que Bolloré sera obligé de lancer une OPA sur la société, normalement. Donc d'ici un an, on peut s'attendre à une opération sur le capital de Vivendi. De l'actualité, en tout cas. Très intéressant. Marc? Oui, je suis assez d'un point de vue technique. Alors techniquement, Jean-Louis a dit quelque chose de très juste, c'est cette notion de rattrapage que j'ai vérifié très souvent par rapport au CAC, etc. Des valeurs qui ont été un peu plus massacrées ont tendance à avoir une volatilité plus importante derrière. Et ce qu'a dit effectivement Bruno sur l'histoire de Bolloré est également très intéressante. Si on a un risque d'OPA, c'est sûr que ça ne va pas jouer en défaveur des cours si on veut investir sur la valeur. Bien sûr, bien sûr. Mais Jean-Louis, vous, l'OPA, vous étiez plus circonspect? Oui, parce que je pense qu'il y aura peut-être moyen d'y échapper, mais de toute façon, il y a tellement de sociétés dans le Gameloft, etc., qu'il peut se passer des choses à tous les niveaux, des splits, en effet, annuler les actions autodétenues fait évidemment monter la participation de Bolloré, mais aussi monter la participation des actionnaires minoritaires, si vous voulez. Hein, on a moins d'actions, donc moins de valeur à se partager sur un nombre d'actions important. Donc non, c'est bien. Le risque me paraît très modéré par rapport à la situation actuelle. Ok, parfait. Merci infiniment. Et maintenant, nous allons passer à la rubrique quiz. Rubrique quiz avec un qui suis-je cette semaine. Léa, il faut rappeler les règles parce qu'ils sont un peu indisciplinés aujourd'hui, j'ai l'impression. Alors, je rappelle la règle. Voilà, ça, on ne fait pas. Donc, je vous donne la question et je cite les 3 réponses possibles. On attend la fin de l'énoncé des 3 réponses possibles avant de buzzer sous peine de disqualification imminente. Sur la question. Alors, on vous demandera pas de sortir de la pièce. Première question. Je viens de racheter une entreprise. Dans la foulée, j'ai décidé de licencier le PDG, ainsi que le directeur financier et la directrice des affaires juridiques. Je suis réponse 1, Bernard Arnault. Réponse 2, Elon Musk. Réponse 3, Vincent Bolloré. C'est Bruno. Elon Musk. Exactement, effectivement, il fallait vraiment être en vacances sans Wi-Fi pour avoir loupé cette information. Elon Musk, qui a racheté pour 44 milliards de dollars Twitter, on le rappelle, vient de licencier effectivement massivement ses effectifs, puisque à peu près la moitié des employés de Twitter auraient reçu un email de licenciement selon la rumeur. Et effectivement, des postes hautement placés dans le réseau social ont effectivement été refaits. 1 point pour Bruno. Trop facile. C'était... Attention Jean-Louis, soyez pas trop confiant. Non mais le passé. Question 2.
Je suis un homme politique. J'ai travaillé dans le passé dans une banque d'investissement et ma fortune personnelle équivaut à 2 fois celle du roi d'Angleterre. Je suis, réponse 1. Pardon. Out, Marc. Ok. Ouais, mais oui, Réponse c'est 1, Mario Draghi. Réponse 2, Rishi Sunak. Réponse 3, Emmanuel Macron. Ah, c'est Jean-Louis. Je sais pas, moi j'essaie de faire par élimination 2. Oui, effectivement, tout à fait, c'est bien, c'est une méthode qui fonctionne puisque le nouveau Premier ministre d'Angleterre a une fortune estimée à 730 millions de livres tout de même et il a un passé avant de s'être mis en politique qui est plutôt côté banque d'investissement et hedge fund. 1 point pour Jean-Louis, 1 point pour Bruno. Marc, réveillez-vous. Ah non, mais je bosse trop vite. Et Vous soyez êtes trop disciplinés. impatient. Question numéro 3. J'ai perdu plus de 11 milliards de dollars le jeudi 27 octobre en raison de la chute en bourse d'une entreprise dont je suis propriétaire. Je suis petit 1 Jeff Bezos, petit 2 Zhang Yiming, petit 3 Mark Zuckerberg. C'est Jean-Louis. C'est il me Jean-Louis semble. encore. Marc, Vous le Tout à connaissez fait. C'est pas moi. Vous le connaissez C'est pas... C'est pas moi. J'aimerais bien l'avoir. Effectivement, c'est Mark Zuckerberg puisque ce jour-là, Meta a perdu 25% en bourse, ce qui équivaut pour lui finalement à une perte de 11 milliards de dollars. C'est quand même une mauvaise journée pour Mark, on ne va pas se le cacher. L'action était au plus bas depuis 2016 et sa fortune ce jour-là était passée de 140 milliards de dollars en 2021 à 40 milliards ce jour-ci. Voilà. Ça serait intéressant de voir combien Jeff a perdu aussi, parce que Amazon, là, depuis un petit mois, Ah oui, je pense aussi qu'on n'est subi pas un très petit loin peu, là. Mais là, Et on- c'était sur un jour, donc c'était Oui, vraiment oui, je marquant. sais. Ouais, mais- 2 points pour Jean-Louis, 1 point pour Bruno. Marc, c'est... Ah oui, je sais. Votre avant-dernière Marc, c'est le chance. moment là. 4e question. Je détiens un var en call sur l'action Kering dans mon portefeuille. Je suis persuadée que si l'action Kering augmente, mon produit de bourse prendra forcément de la valeur. Je suis petit 1, un spécialiste des produits de bourse, petit 2, François-Henri Pinault, ou petit 3, un investisseur non aguerri. Bruno. Un spécialiste. Alors, est-ce que ça a buzzé avant la fin de oui. l'énoncé ou pas? J'ai l'impression. On va lui donner, mais comme la réponse est... Non, moi je dis non. Alors, Bruno, j'ai pas entendu là. Spécialiste des produits. Non, faux. Moi, Marc, c'est pour un vous. investisseur non aguerri. Exactement, c'est un investisseur non aguerri À parce cause qu'il de est... la volatilité Voilà. et de la valeur tournante. Il est sur un var en call, donc effectivement, si l'action Kering monte du côté du scénario directionnel, il est dans le bon sens, donc il a quand même une forte probabilité que son produit augmente, mais un varant ne varie pas, sa valorisation ne varie pas qu'en fonction du scénario du sous-jacent, il varie aussi en fonction de la volatilité implicite sur le titre et de la maturité du temps qui reste jusqu'à la fin de vie du produit. Donc, ce n'est pas le seul paramètre à en prendre en compte et il ne prendra pas forcément de la valeur. Pas à 100% d'écart. Marc, 1 point. C'est Ouf. bien. Je vous félicite. Bruno, 1 point. Attention. Et Jean-Louis, 2 points. Dernière question. pour vous 5e question, départager. tout peut basculer. Je suis un indice boursier composé des 40 plus grosses capitalisations boursières de mon pays et je suis un indice dit Total Return où les dividendes sont réinvestis. Qui suis-je? Petit 1, le DAX, petit 2, le S&P, petit 3, le CAC. Ah, je sais pas. Ouais. Qui est- Le DAX. Bah oui. Bravo. Effectivement, le DAX, donc la subtilité, c'est qu'avant Oui. c'était le DAX 30 et qu'il est passé au DAX 40 en 2021, c'est assez récent. Le S&P, quant à lui, bien sûr, c'est les 500 plus grosses capitalisations des États-Unis et le CAC regroupe bien 40 valeurs, mais pour autant, c'est un indice qu'on appelle price return, c'est-à-dire que les dividendes ne sont pas réinvestis. Comme la plupart des indices internationaux, Tout le à DAX étant une exception. Merci beaucoup à tous. Donc, victoire de Bah, Julie. moi, Égalité. Ex aequo. Bah, ex aequo justement, entre du coup. Bruno. donc c'est moi qui ai gagné. Voilà, par Ex élimination. aequo entre Bruno et Merci. Jean-Louis. Marc, merci de votre participation. Vous ferez mieux la prochaine fois. Ouais. Merci de votre attention pour cette émission. Si vous aimez l'émission, vous pouvez cliquer sur like sur nos réseaux sociaux. Et à la prochaine fois.